Donc après l'approche clinique et l'approche radioanatomique, on va s'intéresser à l'approche thérapeutique. Et cette approche thérapeutique a été lente puisque la première observation qui associait douleur pelvienne et varices utéro-ovariennes remonte à 1857. En 1950 seulement, on a établi la correspondance entre les varices pelviennes et les douleurs pelviennes chroniques, et ce n'est qu'en 1980 qu'on a réalisé la première ligature chirurgicale de la veine ovarienne gauche. Quant à la première embolisation, elle remonte à 1993. Alors, si en matière de congestion pelvienne, les revues de la littérature portent sur des séries de moyenne importance, mais globalement les résultats sont relativement concordants vers une amélioration de l'ordre de 75-85%. En matière de varices de membre inférieur, on sait, après la publication d'Olivier Hartung, que leur prise en charge est essentielle quand on est dans un contexte de varices pelvipérinéales, mais les résultats sont variables, ils sont hétérogènes, et puis souvent, ces traitements nécessitent une reprise thérapeutique, un complément thérapeutique. Et donc, malgré les progrès qui ont été effectués, d'autres voies d'optimisation ont été recherchées pour limiter ces récidives et améliorer les résultats globaux, soit par sclérose écho-guidée, la voie chirurgicale également par des mini-flémectomies, voire même des voies un petit peu plus inhabituelles que je vous laisse découvrir. En fait, l'approche endovasculaire repose, qui a également essayé d'optimiser ses résultats, repose dorénavant sur une corrélation radio, écho et clinique. Cette corrélation est indispensable puisqu'on a donc une expression clinique qui peut être variée, sur soit un syndrome de congestion pelvienne, soit des varices de membre inférieur plus ou moins associées à une congestion pelvienne. On a vu avec le rappel anatomique qu'il y avait des liens étroits entre les veines ovariennes et les veines pelviennes. Et puis surtout, il faut commencer à distinguer les différents mécanismes de reflux. Et c'est là que la démarche est originale. Deux types de mécanismes sont distingués. Un mécanisme par simple incontinence valvulaire, et donc la veine circule de façon inversée vers un réseau veineux soit terminal viscérale, soit terminale superficielle. L'autre mécanisme est l'ouverture de points de communication entre deux territoires anatomiques différents. Et donc là, il s'agit plutôt de processus de shunt. Le principe thérapeutique change en fonction du mécanisme du reflux. Quand on a un reflux qu'il faut exclure, on réalise une embolisation proximale, tronculaire, ce qui permet de respecter le réseau distal d'amont, qui est viscéral ou cutané superficiel. En revanche, quand il y a des shunts, il faut que le traitement aboutisse à l'exclusion complète des points de shunt. Ce traitement doit être exhaustif parce que laisser en place un shunt expose là à la récidive. Alors pour le territoire ovarien, c'est relativement simple parce que les veines ovariennes qui sont inconstamment valvulées, elles sont pratiquement toujours impliquées. L'atteinte est souvent bilatérale et donc une embolisation tronculaire qui vise à supprimer les valvules incontinentes, à remplacer les valvules incontinentes, suffit pour faire disparaître la symptomatologie de congestion pelvienne dans à peu près 80% des cas. Cette embolisation tronculaire peut être faite soit à l'aide de goyle, soit à l'aide de produits polymérisants, mais en ce qui nous concerne, nous préférons ne pas étendre l'atteinte de produits polymérisants jusqu'au niveau des territoires juxtaviscéraux, c'est-à-dire juxta-ovariens, juxta-utérins. Voici un exemple d'embolisation de veine ovarienne. L'opacification montre qu'il y a une veine qui est incontinente, qui descend, le produit de contraste descend jusqu'au niveau para-utérin, et vous avez donc sur l'image de droite le résultat après mise en place de coils. Ce sont des petites spires métalliques qui suppriment le reflux et qui suppriment donc l'opacification anormale des veines périutérines. Alors si le territoire ovarien est relativement simple à prendre en charge, l'étage pelvien est un petit peu plus complexe. On l'a vu pour des raisons anatomiques et pour des raisons radioanatomiques. Et on distingue de ce fait trois reflux principaux, donc trois niveaux d'incontinence, soit la veine glutéale supérieure, qui va refluer vers des veines de face postérieure externe de cuisse, soit la veine glutéale inférieure, qui va refluer vers des veines de face, classiquement de face postéro interne de cuisse, soit la veine du ligament rond,
qui va refluer vers des veines localisées au-dessus de l'arcade crurale. Donc ça, c'est les mécanismes de reflux par avalvulation. En revanche, le réseau pudendal interne, lui, met en place des communications potentielles entre un réseau veineux viscéral, vésical, rectal, paravaginal, un réseau pariétal et puis le réseau périphérique veineux des membres inférieurs. Alors, pour en revenir au reflux, le reflux antérieur, c'est donc la veine du ligament rond. C'est un shunt de type terminal vers des veines superficielles localisées au-dessus de l'arcade crurale. Et une embolisation tronculaire de cette veine du ligament rond permet de les affaisser. Cette embolisation peut être soit à l'aide de coil, soit à l'aide d'onyx, un produit polymérisant, à condition que l'onyx n'aille pas jusqu'au niveau des territoires cutanés sous peine de risquer de créer des tatouages. Bien entendu, une fois que la veine du ligament rond est exclue, il faut de façon rétrograde exclure la veine ovarienne qui la réalimente. Là, vous avez un exemple de veine du ligament rond qui était cathétérisée distalement après cathétérisme de la veine utéro-ovarienne gauche. Vous voyez les microcathéters en place, l'exclusion tronculaire proximale en aval des points de shunt qui a été fait dans ce cas-là à l'aide d'onyx, et puis ensuite l'occlusion de l'artère d'amont, de la veine d'amont qui est la veine ovarienne gauche. Les veines glutéales, donc là aussi c'est un mécanisme d'avalvulation. Elles peuvent être dévalvulées et alimentées en valsalphate des veines superficielles. Le traitement est simple, ce sont des veines terminales. On réalise une embolisation tronculaire et en général cette embolisation est rapidement et aisément réalisée à l'aide de coil, donc ces petites spires de platine. Là vous en avez un exemple. Vous avez les veines glutéales donc sur la diapositive de gauche qui sont incontinentes et vous voyez que le reflux vers les membres inférieurs a disparu après exclusion complète de la zone avalvulée. Donc la prise en charge, en revanche, de la veine pudendale interne est tout à fait différente puisqu'on revient vers ce carrefour de communication qui est complexe, qui peut s'accompagner d'un reflux antérieur vers le cercle veineux pudendo-obturateur ou donner un reflux inférieur qui va, dans un second temps, se drainer vers des veines médiales de face interne de cuisse ou postérieure de cuisse. Donc, ce réseau étant communicant, si on ne prend pas la peine de fermer tous les points de shunt, eh bien, il va y avoir une reprise en charge obligatoire par d'autres cercles anastomotiques, obturateurs. Et une publication qui est ancienne, qui date de 1953, qui consistait à opacifier ces veines périnéales par ponction directe, le prouvait déjà. Il suffisait de s'y référer pour comprendre que tout ce réseau était communicant et que l'exclusion que d'un seul des points de shunt exposait à une récidive. Alors, comment exclure tout ce réseau communicant? Eh bien, ça peut être relativement aisé quand la veine pudendale est avalvulée. Il suffit de la cathétériser et aboutir à tout le territoire. Mais si la veine pudendale est continente, eh bien, il suffit de cathétériser une veine qui permet d'y accéder, soit homolatérale, soit contralatérale, pour arriver au niveau du point de shunt et commencer l'injection de produits polymérisants qui va pouvoir traiter la totalité du réseau en un seul temps. Alors voici un exemple de ce qu'il ne faut plus faire. Donc c'était une veine pudendale incontinente. Vous voyez que son opacification s'accompagne d'un reflux rétrosymphysaire, puis en dessous de l'arcade, en dessous de la symphyse, on a une communication directe avec la veine obturatrice gauche. Eh bien, le traitement à cette époque-ci a constitué une occlusion tronculaire de la distalité de la veine pudendale. Et vous voyez très bien que le risque majeur dans le cadre de ce dossier, c'est une récidive par inversion de flux de la veine obturatrice qui va réalimenter tout le cercle pudendal homolatéral puis contralatéral. Donc, depuis peu, nous avons la possibilité d'utiliser un agent polymérisant qui permet d'avoir une exclusion en nappe de la totalité du réseau en un seul temps, à la fois en franchissant les communications antéro-postérieures, donc depuis le réseau symphysaire jusqu'à la partie postérieure proche de la concavité sacrée, et à la fois en communiquant vers les accès contralatéraux
vers la veine pudendale contralatérale par les anastomoses coronales antérieures rétrosymphysaires. Alors là, vous avez un exemple d'une patiente de 35 ans, l'IRM objectif d'importantes varices périnéales qui sont hyper intenses dans cette séquence, et on voit donc sur la diapositive de droite en bas la communication vers les veines de face antéro-interne de cuisse, puis vers le réseau veineux saphène. Vous avez donc cette patiente qui avait été déjà embolisée d'une veine pudendale gauche, mais qui présentait toujours un reliquat d'incontinence. Le scanner en coupe coronale et en reconstruction MIP remontre bien les voies de communication entre le réseau veineux pelvipérinéal et le réseau veineux superficiel de cuisse. Et donc là, le cathétérisme d'une veine obturatrice gauche a permis le franchissement de la ligne médiane, et l'injection de coil a permis d'exclure en nappe à la fois le réseau veineux pudendal gauche et droit, puis le réseau veineux pudendal gauche. Donc cette patiente a eu une amélioration très nette de sa symptomatologie, avec disparition complète de son syndrome de congestion pelvienne et nette amélioration de la sensation de tension des membres inférieurs et de l'œdème de cheville, notamment à gauche, au décours de la simple embolisation. Aussi un autre dossier d'une patiente de 33 ans qui présentait au décours d'une grossesse à la fois un syndrome de congestion pelvienne et d'importantes varices devant inférieures. Le scanner en coupe axiale montre d'importantes varices rétrosymphysaires. En coupe coronale, la reconstruction MIP retrouve une importante varice rétrograde latérovaginale gauche, qui correspond à une veine cervico-vaginale dilatée. Et puis on voit sur la reconstruction sagittale que cette veine pudendale communique avec des veines qui affleurent au niveau de la racine du membre inférieur gauche. Donc, l'opacification lors de la fémographie hypersélective à l'aide d'un microcathéter du réseau veineux pudendal a été faite ici par voie pudendale gauche, puis il a été possible de croiser la ligne médiane, aborder par le même cathéter le réseau pudendal droit, et en injectant le NIX et en reculant le cathéter progressivement, on a pu mouler la totalité du réseau veineux, comme vous le voyez ici, et exclure complètement le reflux pathologique symphysaire. Là aussi, les suites ont été satisfaisantes, à la fois en matière de syndrome de congestion pelvienne et de varices devant inférieure. Voici un autre dossier encore, d'une patiente qui a été déjà opérée de varices saphène droite, qui présente une récidive, et puis une apparition de varices devant inférieure contralatérale. Il n'existe pas dans ce dossier de syndrome de congestion pelvienne, mais là on voit très bien sur la reconstruction coronale que les varices périnéales viennent réinjecter le réseau veineux saphène droit et injecter directement le réseau veineux saphène gauche. En coupe axiale, on voit l'importance des communications, et ce dossier illustre bien que même en cas de traitement chirurgical exhaustif, le risque de récidive post-opératoire des varices de membre inférieur, le risque de récidive est lié puisque le réseau veineux est incontinent, pudendal, droit comme gauche. L'opacification après exclusion des varices des veines ovariennes droite et gauche, que vous avez en haut à gauche, l'opacification de ce réseau veineux pudendal permet d'exclure, après cathétérisme et franchissement de la ligne médiane, en une seule embolisation, la totalité du réseau veineux pudendal, et donc de fermer les possibilités de communication vers les varices superficielles de membre inférieur. Donc voici aussi un exemple de franchissement de la ligne médiane par un seul abord, et l'exclusion complète, comme vous les avez sur les images en bas à droite et à gauche, de la totalité du réseau veineux pudendal. Un dernier exemple de varice pudendo-obturatrice. Vous voyez l'importance du reflux pudendo-obturateur avec l'opacification de veines de membre inférieur et de veines vulvaires gauche. L'embolisation des veines ovariennes, qui est l'étape indispensable, puis le cathétérisme des veines pudendales et leur exclusion complète avec disparition du reflux. Donc cette notion de carrefour est importante parce que un seul cathétérisme distal à l'aide d'un microcathéter permet d'exclure la totalité des points de Schintz, ce qui limite
l'irradiation, ce qui limite la durée de la procédure et surtout ce qui évite ce qui limite les récidives et donc la nécessité de reprendre ces patientes pour des embolisations itératives. Bien entendu, l'embolisation est suivie d'un contrôle secondaire écho-Doppler avant poursuite de la prise en charge parce que l'éradication des points de Shunt doit obligatoirement se faire suivre d'un traitement secondaire des varices du membre inférieur superficielles qui ont été qui sont existantes. Depuis l'utilisation de ces principes d'analyse de reflux et de ces techniques d'embolisation, nous avons, en l'espace d'un an et demi, traité avec le docteur Novelas près d'une quarantaine de dossiers et nous avons eu la satisfaction d'obtenir un taux d'amélioration clinique qui se rapproche des 85% d'amélioration de l'embolisation du syndrome de congestion pelvienne. Alors, autre domaine de varices pelvipérinéale complètement différent, c'est le domaine de la pathologie obstructive, qui peut être liée soit à une sténose, soit à une occlusion. On l'a vu dans la présentation de l'anatomie, de la radioanatomie, de la veine rénale gauche ou de la veine iliaque primitive gauche. Leur évaluation est également faite de façon idéale par scanner, soit scanner abdominopelvien pour l'évaluation de la veine rénale gauche, soit phléboscanner des membres inférieurs pour le syndrome de Coquette. Ici, vous en avez un exemple avec une veine iliaque gauche qui est sténosée, avec une importante dilatation du réseau veineux du membre inférieur gauche, et puis le développement d'une volumineuse collatéralité suspubienne et sus-symphysaire. Cette sténose est liée à une séquelle de phlébite iliaque primitive et externe gauche qui a entraîné des adhérences veineuses, des synéchies. Et donc là, vous voyez sur l'image de phlébographie l'importante collatéralité suspubienne. Le traitement est relativement simple. Après recanalisation, on positionne un stent qui permet de normaliser le flux circulatoire de l'axe iliofémoral gauche et ce qui entraîne un affaissement des varices superficielles, suspubiennes. Alors que dans l'incontinence veineuse, l'embolisation est suivie d'une prise en charge des varices superficielles. Dans le cadre de la pathologie obstructive, la recanalisation doit laisser en place les varicosités résiduelles, car en cas de resténose du stent, en cas de processus de thrombose secondaire, ces dérivations doivent pouvoir être réutilisées en cas de nécessité, donc il vaut mieux, à mon sens, les respecter. En ce qui concerne le Nutcracker syndrome, donc la pince veineuse rénale orthomésentérique, son évaluation repose sur la mesure des pressions transsténotiques et sur l'évaluation de la souffrance rénale, qui s'évalue par la recherche d'une hématurie ou d'une protéinurie. Donc, quand la pince est importante, on peut avoir une souffrance rénale, on peut avoir un syndrome de congestion pelvienne, puisque le rein gauche emprunte la veine ovarienne gauche pour se drainer. Et donc, la stratégie thérapeutique est adaptée au tableau clinique à la fois rénal et à la fois de la symptomatologie pelvienne. En cas de souffrance rénale, il est important d'envisager les possibilités de stenting. En l'absence de souffrance rénale, le tableau est adapté selon la priorité clinique. S'il s'agit d'un syndrome de congestion pelvienne, le stenting rénal risque d'être nécessaire. En revanche, en l'absence de congestion pelvienne, il est possible de cathétériser sélectivement, comme dans ce cas-là, les veines pudendales internes. Vous avez donc l'opacification de l'incontinence pudendale et la communication vers les varices de face interne de cuisse. Donc, dans ce genre de situation, il est possible d'exclure le réseau veineux pudendal, donc limiter l'importance de la communication vers les varices de membres inférieurs, tout en respectant les veines ovariennes droite et gauche et en évitant le stenting, qui, même s'il est efficace, n'a pas un recul à l'heure actuelle suffisant dans le temps, d'autant qu'il s'agit de patientes relativement jeunes. Donc le traitement endovasculaire est réalisé dans des conditions d'hospitalisation de courte durée au bloc de radiologie interventionnelle, et ce sont des gestes qui sont réalisés sous
anesthésie générale. D'une part parce que la nécessité d'un cathétérisme distal impose un sondage vésical, parce que l'injection d'Onyx peut être quelquefois symptomatique et gênante. Et donc l'anesthésie permet d'optimiser les conditions de prise en charge de ces patientes, de limiter leur inconfort et de permettre de cibler un traitement exhaustif de façon à limiter les récidives. En tout état de cause, la prise en charge est une prise en charge qui résulte d'une approche pluridisciplinaire et qui repose également sur un suivi ultérieur clinique et angéologique. Je vous remercie de votre attention.